directement. Une technique redoutable. En novembre 2005, Johan Rock désire vendre un vieil ordinateur portable. Il place donc une annonce sur un site spécialisé. Et j'ai découvert en cours de route qu'au lieu d'être quelque chose de très localisé, c'était quelque chose qui, bon, comme tout ce qui est sur Internet, était visible dans le monde entier. Et j'ai commencé effectivement à recevoir des réponses, donc des gens qui voulaient mon ordinateur. Puis je ne savais pas trop d'où ça venait. Commence alors une partie de cache-cache entre le chat et la souris. De nombreux courriers électroniques s'échangent. Une dénommée Deborah Smith veut offrir l'ordinateur en cadeau. On fixe le prix, 900 $ canadiens, c'est-à-dire un peu plus de 600 €. Parfait. Bientôt suivra un mandat par la poste pour le montant en question. Pour l'instant, rien de suspect, l'histoire est bien ficelée. Quelques jours après, Johan reçoit un chèque, mais au montant de 4 600 $ canadiens au lieu des 900 prévus. Arrive alors un courriel qui lui explique pourquoi. Comme il y a trop d'argent, il y a également un autre vendeur qui attend son argent pour quelque chose qu'on lui a acheté. Donc ça ne vous dérange pas, ce serait gentil de lui transférer comme le surplus qu'on va vous envoyer, parce qu'il attend également les fonds. Et puis, l'ordinateur, donc, s'il vous plaît, veuillez le poster à telle adresse, donc envoyez-le à telle personne. Et là, c'était une adresse au Nigeria. Évidemment, le chèque est un faux. Johan Rock s'en doutait bien d'ailleurs. Mais s'il n'est pas crédule, combien d'autres seraient tombés dans le piège? On estime à 5 millions les messages d'hameçonnage par jour dans le monde, soit plus d'1 milliard par an. Et leur nombre augmente sans cesse. En plus du hacking et du hameçonnage, chaque jour à travers le monde, 175 000 ordinateurs échappent au contrôle de leurs propriétaires. La plupart du temps, à leur insu. Et il ne suffit parfois que de quelques secondes d'absence pour que cela se produise. Pour un pirate informatique, un hacker, c'est un jeu d'enfant de prendre le contrôle des ordinateurs sans fil. Un portable, un logiciel d'écoute, quelques connexions, et c'est parti. La traque peut commencer. Et puisque nous sommes à Montréal, l'un des berceaux du hacking, suivons un expert québécois en action. Jean-Sébastien Pilon est un spécialiste de la sécurité informatique à la Haute École de Montréal. Sa camionnette arpente les rues du quartier à l'affût des fréquences radio qu'utilisent les ordinateurs sans fil pour se mettre en contact avec les fournisseurs de services Internet. Et puisque ces ondes sont offertes à tous, elles sont faciles à pirater. En m'attachant au réseau, bien évidemment, je me transporte à l'intérieur de la maison pour communiquer avec les ordinateurs voisinants ou voire même utiliser l'Internet. On est rendu à 65, puis 65 réseaux découverts. Il arrive fréquemment que les gens sortent un nouvel ordinateur de sa boîte et le branchent tout de suite sur Internet. Erreur! On calcule qu'il faut seulement 15 minutes à un pirate informatique pour se connecter à un ordinateur sans protection. Donc ça veut dire, par un effort là, hyper simple, je peux rentrer dans 30% des réseaux en ce moment que j'ai découvert. 284 réseaux. C'est impressionnant, hein? C'est fou, là. Tiens, bon, on vient d'en voir un nouveau apparaître, non sécurisé en plus. Mais moi, mon but, c'est de communiquer avec la machine que j'ai vue vulnérable. Et on voit ensuite, l'ordinateur le transmet littéralement en clair. Il dit « Parfait, mon mot de passe, c'est Maggie ». C'est aussi propre que ça, là. Donc, en ce moment, on va installer une console d'accès à distance et je vais prendre son écran et je vais le mettre à mon écran. Okay? La souris que je bouge ici est maintenant la sienne. Donc, tout ce que lui peut faire devant son ordinateur, moi aussi, je peux le faire devant le mien, sur son ordinateur. Donc, si je fais une recherche, alors là, déjà là, je viens de voir un fichier apparaître qui est dans le répertoire doc. Et si je l'ouvre, voilà. Heureusement, celui qui vient de faire main basse sur ces informations n'est pas un criminel. En revanche, des pirates mal intentionnés peuvent s'approprier vos numéros de carte de crédit ou encore votre numéro d'assurance sociale. Pour eux, ce sera ensuite un jeu d'enfant d'usurper votre identité pour mieux vous frauder. Et tant que nous y sommes, lançons-nous au jeu de la pêche au réseau non sécurisé aussi dans un parc industriel, pour voir si les entreprises sont mieux protégées que les particuliers. Ce n'est pas vraiment le cas.
Ça, c'est gênant. Ça, c'est gênant. Tiens, là, j'ai du transfert. Et puis ça roule en part de ça. Mais ça, pour moi, là, c'est assez gênant. En plus, mettre le nom de l'entreprise, là, je sais exactement laquelle. Je peux simplement, avec une ligne de commande, m'accrocher à ce réseau-là et me transporter finalement dans son bureau. Okay? Virtuellement, je prends mon ordinateur et whoop, je suis rendu, j'ai les mêmes droits d'accès. La personne trouve ça fantastique, mais finalement, l'organisation devrait surveiller ce genre de truc-là parce qu'en ce moment, non seulement lui peut se promener, mais moi aussi, je peux me promener dans la corporation. Bonne chose que vous ne soyez pas criminel. Effectivement. Paradoxalement, au Québec, ni les particuliers ni les entreprises n'ont semble-t-il pleinement conscience des risques qu'ils encourent en laissant leur réseau sans fil non sécurisé. Mais qu'en est-il chez nous, en Belgique? Nous sommes chez Belnet, une entreprise fédérale qui s'occupe notamment de sécurité Internet. La sécurité informatique, c'est le pain quotidien de Lionel Ferrette. Nous le suivons pour effectuer les mêmes tests qu'à Montréal, d'abord dans des quartiers d'affaires, à Bruxelles. Ben voilà, on vient de faire quelques kilomètres dans des quartiers d'affaires. Et là, on a dénombré près de 200 points d'accès, dont je vois 113 points d'accès qui ne sont pas sécurisés. Ces points d'accès sont un problème parce qu'on peut attaquer toutes les machines qui sont disponibles sur ce point d'accès, ou bien on peut l'utiliser comme point de départ pour attaquer d'autres machines via Internet, pour avoir accès à Internet, pour pouvoir pratiquer toutes sortes d'activités illégales, comme ça, juste depuis la rue. Nous voici maintenant dans un quartier résidentiel. Ici aussi, Lionel Ferrette a activé son ordinateur portable pour essayer de capter les réseaux sans fil disponibles des particuliers. Et voilà, on vient de renouveler l'expérience dans un quartier résidentiel. Et ici, sur quelques pâtés de maison, on a repéré 120 points d'accès. Et on a un résultat très intéressant, c'est que seulement là-dessus, seulement 25 ne sont pas protégés. Ce qui veut dire qu'on a un bien meilleur taux de protection chez les particuliers que dans les entreprises. En tout cas, d'après notre petite expérience très informelle. Et oui, il y a donc deux paradoxes à retenir de nos petites expériences. D'abord, en Belgique, les particuliers semblent mieux se protéger que les entreprises. Et deuxièmement, dans notre pays, on semble être davantage conscient du danger qu'en Amérique du Nord. Retour à Montréal, où on l'a vu, un réseau sans fil non sécurisé peut être un pactole pour un hacker. On pourrait donc croire que les ordinateurs reliés par fil donnent plus de sécurité. C'est aussi ce que pensait le musicien Alexandre Castonguay. J'ai jamais su qu'on m'avait volé mon numéro de carte de crédit. J'avais ma carte de crédit, donc c'est en voyant mon relevé de compte que je me suis rendu compte qu'il y avait une transaction que je n'avais pas autorisée, que je n'étais pas capable d'identifier, une transaction de 200 $ pour Industrie Canada. Et ce n'est que le début de l'affaire. Le musicien s'est retrouvé malgré lui propriétaire d'une société qu'il n'a pas créée ni voulu. Un danger qu'il a fallu évacuer. Parce que la compagnie qui est à mon nom